Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC. Bonsoir à toutes et à tous, le Talking Esprit Payade, comme toutes les veilles de match, on est ensemble pendant environ 45 minutes pour débriefer le match de la semaine dernière face à Lorient et évoquer bien sûr celui face au Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui, donc le débriefing de ce match face à Lorient, on évoquera ce qu'il faut retenir de cette victoire. On fera les notes avec les tops et les flops. On fera un débat sur le manque de réalisme qui a été remarqué lors de ce match. On fera un débat également à savoir si un cap a été franchi. Et enfin, deuxième grosse partie, on évoquera évidemment le match face au Paris Saint-Germain. On fera un zoom sur l'adversaire en question, les absents parisiens. Je vous présenterai mon joueur à suivre. Et ensuite, on finira par deux débats suivis des pronostics de la rédaction. Mes invités ce soir, Dorian. Dorian, ça va ? Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Et oui, ça va très bien, et toi ? Ça va, la forme. Et toi, Bouba, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais, très bien. La forme. Et ouais, ça, bienvenue à toi, Bouba. Quatrième titularisation pour toi d'affilée. Hein. En tout cas, on espère que, après le ballon d'or, le micro d'or. Ouais, notre fidèle chroniqueur. On espère que vous serez nombreux à nous écouter et à réagir sur le chat YouTube. Messieurs, on va commencer justement par ce débrief de Montpellier-Lorient avec une victoire 1-0, un but de Petar Skuletic à la 78e minute, alors qu'il était rentré une minute auparavant. À noter également le penalty manqué de TJ Savani juste avant la mi-temps, donc synonyme d'un manque de réalisme et d'efficacité. Messieurs, que retenir de cette victoire à laquelle finalement on ne croyait plus de rien? Retenir l'esprit avant tout qui a été dégagé lors de ce match. Moi, j'ai vu un Montpellier très conquérant et ce dès les premières minutes. Voilà, je vais me répéter sur les matchs à l'extérieur, mais l'an dernier à l'extérieur, on venait pour jouer le match nul, quel que soit l'adversaire. Là, on est arrivé avec un état d'esprit conquérant en vue d'aller chercher la victoire dès le début du match. Donc, on s'est créé des occasions. Voilà, dès la première mi-temps, si à la pause on menait 1 ou 2-0, je pense que ça aurait été tout à fait logique pour nous. Je retiens aussi qu'on ne s'est pas relâché, on a continué nos efforts en seconde mi-temps, on a continué à aller vers l'avant et on a été logiquement récompensé par ce but qui a été inscrit en milieu de deuxième mi-temps. Et suite à ce but, on a su garder le score, on a su bien défendre parce que Lorient a tout de même réagi malgré le peu de choses qu'ils avaient montré depuis le début du match. Donc voilà, on a réussi à faire un match complet. Alors on reviendra sur le manque de réalisme, mais pour moi je suis très satisfait de la victoire. On a fait l'essentiel, on a marqué un but de plus que l'adversaire. Au final, c'est tout ce qu'il nous fallait. On a réussi à bien attaquer, à bien jouer au ballon et à bien défendre derrière quand il fallait défendre. Donc voilà, pour moi, l'essentiel est là et c'est 3 bons points ramenés de Lorient. Encore une fois à l'extérieur. Ouais. Donc retenir pour toi principalement les 3 points donc obtenus de la victoire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette victoire. Bouba, toi, qu'est-ce que tu retiens? La victoire. Surtout la solidité défensive qu'on retrouvait. Parce que ça nous faisait du bien. Comme quoi, ce qu'on a dit la semaine dernière, que les 2 pénaltys et on va dire le but qui aurait dû être refusé, c'était dans la continuité. Qu'on est bien en place. Après, voilà, comme a expliqué Dorian, si sur le coup franc, la tête de la board transversale, penalty, si à 2-0 à la mi-temps, c'est pas volé. Et après, de gagner un match quand il y a l'autobus, comme on dit derrière. Et après, oui, c'est des matchs qu'on est dans le dur, qu'on n'aurait jamais gagné avant. Je pense qu'on a une progression là-dedans. Et après, peut-être que je m'enflamme un peu, mais je sens qu'il y a un petit truc, le petit côté réussite qu'on avait à l'époque, quand on a été champion, même si je veux dire, on n'est pas champion, hein, mais dans les 5 premiers, on aura cette baraka et ça peut nous servir d'avoir le petit coup de chance que, voilà, là, on voit l'action. Hein. Les 2 entrants qui participent à l'action offensive, on marque, on a un contre, tout nous réussit, on gagne. Juste derrière, on prend un peu la foudre parce qu'ils se réveillent une fois qu'ils sont menés et on fait 2 arrêts, on tient le score. Franchement, ouais, c'est dans le dur, mais on le gagne. Parce qu'avant, on n'était pas capable de gagner. Vas-y, Dorian, ouais. Et oui, je souhaitais réagir. Ouais, Boba le souligne parfaitement. Lorient a mis le bus derrière. En fait, eux étaient dans l'optique de jouer le point du match nul. Et on a vu deux visages. Dorian,
Oui, Justement, on va en parler je vais très vous bien. donner Alors, les notes. je garde Justement, pour et après. c'est justement le débat qui va venir sur ce que tu évoquais, Dorian. Alors, les notes, Jonas Oblin, 6, Junior Sambia, même note, 6, Daniel Congré, 6,5, Pedro Mendes, 6, Meilo Ristic, 5, Jordan Ferry, 5,5, TJ Savanier, 3,5, une note, on peut dire, un peu sévère quand même, Florent Mollet, 5, Gaëtan Laborde 6, Andy Delors 6,5 et Stéphie Mavedidi 4. On notera également la note de 7 pour Congrès Derzakarian 8 qui ont été nommés nommés dans le 11 du journal L'équipe. Alors, Bouba, un top et un flop pour toi? Ouais, ouais. Après, ouais, comme d'hab, hein, j'aime pas faire top flop, voilà, mais à noter quand même que le gardien Omelin sort 2 arrêts à la fin quand on prend la foudre. Alors, c'est peut-être que deux Nouvelle arrêts, belle mais prestation. Hein. c'est comme on peut dire, c'est que peut-être que 2 arrêts, mais il les a fait. Donc, on peut prendre un 2-1. Ensuite, ouais, non, après, la défense retrouvée, les deux centraux ont fait le taf. Après, au milieu, Ferry était partout, combatif. Voilà, donc après, c'est délicat, tu vois, de dire un peu les 3-4 là, pour moi, ils ont été pas mal. J'aime pas vraiment, vraiment les gars, à part que ce soit vraiment impressionnant, j'aime pas dire un top. Et après, pour moi, le flop, je vais pas dire, mais ça fait 3 matchs que, ouais, Mavitidi, j'ai du mal, hein, je sais pas si Mm. j'ai du mal. Je le vois, il court un peu, il semble perdu, je sais pas vraiment. Peut-être que c'est moi qui. J'étais content à Monaco, et là, je me dis, c'est chaud, quoi, c'est chaud, je sais pas. Mm. Bon, alors, pour ne pas dire ce que tu voulais dire, Bouba, selon toi, on retient donc le top Jonas Omelin Oui. et le flop Mavedidi en gros. Allez, ouais, on va dire ça, allez. Omnem pour moi et Mavidi, allez. Même si Allez. j'aime pas trop ça. Dorian, même avis? Alors, moi, je vais varier un petit peu. Je vais dire, alors pour le top, je veux bien saluer la prestation de Daniel Congré qui a été solide défensivement. Et pareil, Omlin a eu 2 arrêts à faire, mais s'il en a eu que 2 à faire, c'est que sur les contre-attaques lorientaises, Congré était là pour vite les stopper et vite dégager son camp. Et au contraire, relancer sur, voilà, sur des séquences de possession et d'enchaînement avec l'esprit offensif qu'on a vu côté Montpellierin. Donc, je veux bien souligner sa prestation et je le mettrai en top. Voilà. Alors, il a 6,5 chez nous, il a 7 à l'équipe. Il a été nommé dans l'équipe de la semaine. Donc, voilà, il faut tout à fait louer la prestation de Daniel Congré après avoir été critiqué un peu face à Strasbourg. Et en flop, moi je mettrais Savanier. J'étais un peu déçu de ce qu'il apportait. Alors il manque un penalty en première mi-temps. Si on s'est un peu cassé les dents sur cette défense lorientaise, voilà, ça aurait pu être un match un peu plus ouvert si son penalty avait été au fond. Et au-delà de ça, je l'ai trouvé voilà, un peu en retrait. Pour moi, il manquait un peu de création dans le jeu que TJ Savanier aurait pu apporter. Je ne sais pas si c'est dû à son positionnement, voilà, un peu plus en retrait depuis que Mollet est revenu dans le 11, pardon. Voilà, j'en attends plus un peu de TJ, un peu déjà loin de son niveau de début de saison. Déçu de TJ Savanier pour Dorian. Bouba, tu veux compléter ce que disait Dorian? Ouais, après, bon, après, tout le monde sait que je suis très très fan de TJ, mais c'est sévère parce qu'il rate beaucoup de ballons. Après, la transversale de la board, c'est sur le coup franc de TJ. Le but, ça part d'une récupération de TJ qui lance la contre-attaque. Il fait beaucoup d'efforts au milieu. Bon, il a le droit d'être un peu en dedans. Après, la note, je trouve sévère. Et je pense pas que ce soit lui le flop. Après, voilà, c'est un mec qui travaille. Il peut pas mettre des passes D et des buts tous les matchs, mais il a un rendement défensif avec Ferry qu'on a besoin d'avoir des gratteurs de ballon comme ça. Je veux dire, c'est des soldats et mais c'est pas parce que. Bon, après, voilà, le penalty, il a raté, ça arrive, mais ouais, je pense que c'est sévère pour lui et que voilà, il va nous régaler demain, ça va, c'est l'essentiel. On On l'espère. l'espère en tout cas. Dorian, tout à l'heure, tu me parlais que Lorient venait chercher juste un point. Donc, je vais te redonner la parole justement. Finalement, Montpellier a arraché cette victoire malgré une grosse domination. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi offensivement? Bah, offensivement, on a été bon, sauf qu'on manquait de réalisme devant le but. On finit, je crois que Boba la stat, hein, on finit pas avec 3 frappes cadrées dans le match avec toutes les occasions qu'on a eues. Je trouve ça un peu insuffisant.
Donc oui, voilà, c'est ça. 16 tirs, 3 cadrés. Voilà, donc c'est un peu c'est ce que j'aurais pu dire dans ce qu'on a retenu de ce match, c'est le manque de réalisme côté montpelliérain. Voilà, donc je sais pas ce qui a pas fonctionné. Bon, oui, c'est les attaquants, alors, encadre pas, c'est un peu comme ça, mais on a eu les ballons, c'est ça aussi l'essentiel. Je retiens avant tout aussi une bonne défense lorientaise. Voilà, donc je reviens sur mon propos. Lorient était clairement venu sur sa pelouse pour jouer le match nul. Ils étaient en difficulté, ils sont 18e, place de barragiste, ils ont besoin de points et je pense que prendre un point contre une équipe qui va être pas loin des places européennes en fin de saison aurait été une bonne opération pour eux. Donc ils sont venus avec l'esprit défensif, jouer le match nul. Et on l'a vu après notre premier but, donc je ne sais plus à quelle minute on marque, mais on a vu une équipe lorientaise qui s'est réveillée. minute. Voilà, 78e, c'est ça. Donc on voit une 79. Ok, ouais, c'est Je ça. me suis trompé tout à l'heure, 79. 78, c'est l'entrée de Skuletic. Ouais, c'est ça. Et donc oui, on a vu Lorient qui s'est réveillé pendant ces 10 dernières minutes, voilà, qui s'est créé plus d'occasions, peut-être plus que sur les 80 premières minutes. Donc voilà, c'était une question d'esprit dans cette équipe lorientaise qui était venue pour jouer un point. Et comme je l'ai dit en off à Bouba, c'est peut-être pas plus mal au final qu'on marque qu'à la 80e minute, parce que Lorient s'est réveillé, s'est créé plus d'occasions. Alors on peut pas refaire le match, voilà, on va faire que des suppositions. Mais imaginons, voilà, TJ marque son but avant la mi-temps. Peut-être qu'on passe une deuxième mi-temps à subir les assauts de l'Orienté en seconde période. Donc, est-ce que ça aurait tenu? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, donc au final, c'est pas plus mal qu'on marque à la 80e. L'essentiel est fait, on a marqué, on a gagné. Et voilà. Bouba, peut-être aussi, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que on jouait face à une équipe de Lorient très regroupée, qui, comme l'a dit Dorian, peut-être venait chercher tout simplement le match nul. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi, offensivement surtout? Non, pour moi, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, hein, c'est que tu peux pas avoir la réussite, tu peux pas mettre 4-5 buts à tous les matchs. Après, comme voilà, c'est vrai qu'on en a parlé avec Dorian, si tu mets le premier but, bon, la tête ou le penalty, peut-être que deuxième mi-temps, ça finit en 3-2 ou 3-1 parce qu'ils vont se découvrir. Toi, tu attaques. On ne peut pas savoir, le football, ça va très vite. Et ils auraient attaqué, peut-être que ça serait découvert. Là, ils ont joué le bus. Les gars, je ne vais pas vous apprendre, hein. Moi, je regarde beaucoup le Barça. Quand les mecs qui jouent le Barça, ils sont à 10 derrière. Et ça tient. Une fois qu'il y a le premier but, c'est obligé de sortir et ils prennent une valise. C'est exactement ça. Donc après, non, c'est le foot qui veut ça. Donc tant mieux pour nous. Après, moi, je préfère gagner 1-0 que 4-3, les gars. Perso, c'est qu'on est solide et qu'on est efficace, ça suffit, hein. Alors, C'est surtout ça, c'est qu'on est solide. Bouba, je t'ai vu commencer à l'évoquer tout à l'heure, que Montpellier finit quand même par gagner ces matchs que peut-être l'année dernière on n'aurait pas gagné. Est-ce que, selon toi, on a franchi un cap cette saison dans la gestion des matchs? Je pense que Covid aidant, on va dire, pour l'extérieur, on a un peu moins de pression à l'extérieur. Ça nous aide vachement, il faut être honnête. Ça nous a pénalisé à domicile, mais ça nous aide à l'extérieur. Et après, je pense qu'on a franchi un cap parce qu'on a une génération qui a la 28-30 en général, et surtout qui se connaissent depuis quelques années. On a un coach qui est là depuis quelques années. On apprend à, je veux dire, à se connaître et après, on est solide dans la mentalité et après, savoir. C'est pour ça que, comme tout le monde était l'année dernière, de ne pas aller en Coupe d'Europe et tout, je pense qu'il vaut mieux grandir proprement et être prêt cette année. Je pense que c'est l'année où il faut y aller maintenant. Voilà, là, on est prêt, il faut y aller. C'est pour faire comme Nice et prendre des fessées toutes les semaines et être ridicule. Perso, je préfère pas y aller. Plus. Il faut. Ouais, voilà, il faut se construire. Et en plus, franchement, tant mieux, hein, on n'aurait pas pu l'avoir, la Coupe d'Europe. C'est ça. Non, mais c'est. Ouais, il faut construire, il faut monter doucement. Comme a dit le président, hein, il a parlé. Je pense qu'il a la tête sur les épaules, il ne s'enflamme pas. Voilà, la chance d'avoir un président comme ça, un staff et des joueurs qui sont modestes. Et il faut l'être nous aussi, hein. Je veux dire qu'on prend ce qu'on a à prendre. Pour moi, si on finit entre, on va dire, allez, la 4e et la 7e place, c'est champagne, les gars. Il faut être honnête, hein, on est bien, hein. Après, les 4 premières, on sait que c'est compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas être à la surprise? Parce que sans parler de titre de 2012, mais je pense qu'on a cette petite réussite. Je ne sais pas si vous vous rappelez du titre. Pareil, Nice. Après, Dorian, Bouba, on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Non, mais c'est intéressant. La question de réussite est intéressante parce que voilà, gagner des matchs comme ça. Quand tu gagnes un 0 à Nice où ils font le blocus, à la fin, tu as le but de Giroud qui
comme ça, ou contre Lille. Tu as plein de moments où ça rappelle où on est solide et qu'on peut faire quelque chose. Après, je te dis pas d'être champion, hein, c'est pas le même PSG, c'est pas les mêmes équipes. Mais je pense qu'on a quelque chose à faire pour être dans le top 5. Et franchement, à nous d'aller le chercher. Dorian, je réagis oui, rapidement, oui, ouais, rapidement sur pas de ça, souci, mais non, mais de toute façon, t'as pas participé au débat, de toute façon. Vas-y, c'est donc ouais, c'est pour dire que oui, cette question de réussite est importante quand même parce que tu regardes les deux derniers matchs face à Strasbourg où voilà, avec tous les buts qu'on prend avec Strasbourg qui réussissait à revenir à chaque fois qu'on en mettait un. On a eu au final, comment dire, la réussite pour mettre au final un but de plus que l'adversaire. C'est ce que je disais en préambule du débrief de ce match. Et voilà, là, on a réussi pareil avec de la réussite. On a été récompensé de nos efforts. On a mis le but qu'il fallait en fin de match. Donc, pour limiter les assauts de Lorient, c'était parfait. Voilà, on parle de cette question de réussite qui nous a souri en 2012. Alors même si la comparaison, voilà, on est qu'à la 12e journée, les gars, on ne la fera pas. Je vous préviens lors de cette émission, mais je trouve voilà, il y a quelque chose qui nous réussit, qui nous sourit en ce moment, et c'est très bien de surfer sur cette Donc, dynamique avec. pardon, Bouba. Dorian, en deux mots, du coup, Montpellier a franchi un cap cette saison? Là, on est en train de le faire déjà avec un changement de système, voilà, par rapport à l'an dernier. À l'an dernier, déjà dans l'esprit, aller faire des prestations comme ça à l'extérieur était totalement inimaginable vu le néant qu'on proposait hors de nos bases. Donc là, cette année, oui, il y a quelque chose qui est en train de se produire déjà mentalement dans la tête des joueurs et tactiquement avec Derzac qui arrive à s'adapter, à créer son plan par rapport à l'adversaire, en étant plus conquérant parce qu'on a des qualités en attaque. Montpellier était réputé comme l'équipe qui se regroupait à 15 derrière, mais là, ce n'est pas le cas. En produit du jeu, on arrive à dominer nos rencontres contre les petits adversaires depuis quelques matchs, là, depuis les 4 derniers matchs, parce qu'on ne va pas dire qu'on a affronté de gros. Saint-Étienne et Bordeaux sont des équipes en difficulté, donc on a réussi à gérer nos matchs contre des équipes en difficulté qui avaient besoin de points. Donc non, ouais, il y a un truc qui est en train de se produire et on va en parler. Je ne sais pas si je t'ai fait la transition parfaite, mais on va en parler avec justement un gros qui va se présenter. Et là, ça sera intéressant de voir comment l'équipe se comporte. Ouais, mais bonne transition justement. Montpellier qui pointe à la 5e place de ce classement avec cette victoire face à Lorient, à 2 points justement du Paris Saint-Germain qu'on affronte demain au stade de la Mosson à 21h. Donc justement le dernier match du Paris Saint-Germain pour un peu faire le gros sur l'adversaire. Match nul de partout face à Bordeaux. Paris qui a du mal à gagner un championnat. Qui s'est quand même donné un peu de confiance en gagnant 3-1 face à Manchester United en Ligue des Champions. Dorian, est-ce que tu peux nous parler de l'un ou voire des deux matchs? Bah, de toute façon, je me suis intéressé aux deux. J'essaie de regarder un peu ce que faisait le Paris Saint-Germain sur ces derniers matchs. Alors, je vais faire un par un. Alors, c'est deux matchs différents. Il y a le match de championnat, le match de championnat, pardon, le match de Champions League après. Donc, contre Bordeaux, bon, déjà Bordeaux, voilà, était bien regroupé derrière pour commencer. C'était le but. Voilà, il joue le Paris Saint-Germain. C'était une équipe pareil qui avait besoin de points, donc ils sont venus pour jouer le match nul. J'ai trouvé Paris en manque de réussite parce que je pense que si on regarde le match, les stats, alors il n'y a pas que les stats, mais si on regarde les occasions qu'ils ont eues, Paris doit remporter ce match. On en parlera après, mais j'ai trouvé qu'il y a eu un manque de réussite de la part d'un joueur qui est en méforme pour moi depuis plusieurs matchs et attention à ses performances. Par contre, j'ai trouvé un Paris qui maîtrise son milieu de terrain, qui garde le ballon. J'aime beaucoup ce que produit Rafinha sur ces derniers matchs. Les combinaisons avec Neymar, attention, ça peut envoyer du lourd et il va falloir être bien regroupé derrière pour pas prendre les assauts dans la profondeur parce que c'est une équipe qui aime aller chercher de la profondeur, aime jouer dans le dos de la défense et combiner. Parler aussi des latéraux, ça c'est peut-être un peu plus le point faible. Bakker qui était titulaire, qui envoie des centres dans les tribunes et de l'autre côté, alors Florenzi, lui, attention à sa qualité de centre, mais on l'a pas trop vu parce que Bordeaux a bien justement maîtrisé les assauts sur les côtés. Donc, pour terminer sur ce match-là contre Bordeaux, Paris doit remporter ce match. Il mène 2-1 à la 60e et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de Tourelle pour faire sortir Verratti et Rafinha, qui a été pour moi les deux meilleurs joueurs de ce match, qui arrivaient à lancer dans les attaquants parfaitement
Et suite à ça, l'équipe s'est totalement effondrée. Bordeaux a repris la main sur le match et a logiquement égalisé et reparti de là avec un point du match nul. Donc voilà, c'est une équipe à deux visages. Il y a une très bonne qualité sur le 11 de départ, notamment au milieu de terrain, mais par contre, la profondeur de banc, on voit directement que la qualité de l'effectif, de l'équipe, baisse avec l'apport du banc. Donc voilà, sur la durée, ça peut nous sourire. Concernant le match contre Manchester, j'essaie de faire court parce que là, voilà, c'est un match de Ligue des Champions. Il y avait un peu plus d'enjeux pour Paris qui devait absolument gagner ce match pour rester dans la course. Là, c'est une équipe, voilà, Paris a totalement maîtrisé son sujet. Manchester jouait très agressif et voilà, Paris a joué intelligemment. Paris a mérité sa victoire. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que je préfère analyser les matchs de Ligue 1. Voilà, demain, ça sera pas pareil. Paris va jouer un match très important mardi contre Istanbul en Ligue des Champions. Ça sera sûrement ça le match le plus important. On va en parler. Il y aura sûrement du turnover. Et ça peut nous profiter pour le match de demain. Merci beaucoup Dorian pour ces deux résumés complets. Je pense que même si on n'a pas regardé les deux matchs, c'est tout comme maintenant. C'est le but, c'est le but. On est au courant, ouais. Merci beaucoup Dorian. Avant de débattre justement sur ce Paris Saint-Germain, je vais vous donner le mercato. Un mercato assez spécial, notamment au niveau des arrivées et des départs. Je vais vous donner les arrivées. Donc Mauro Icardi, dont l'option d'achat a été levée à 50 millions d'euros. On a Sergio Rico, l'option aussi à 6 millions d'euros. On a Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Rafinha, Moïse Kean, qui est arrivé en prêt sans option d'achat. Et du côté des départs, alors là, c'est l'hécatombe, hein, que des joueurs libres. On a Choupo-Moting, Thomas Meunier, Thiago Silva, Adil Aouchiche, Edinson Cavani et Alphonse Areola. Donc Alphonse Areola, c'est en prêt, mais vraiment, on a des départs assez étonnants, surtout libres pour un club comme le Paris Saint-Germain et ses ambitions. Avec notamment un attaquant, on a mis 50 millions d'euros, on ne le fait pas jouer, donc c'est vraiment le symbole d'un début de saison compliqué pour les Parisiens. Dorian, justement, de débat, est-ce que Paris pourrait laisser filer le titre cette saison? Tu crois? Ah, elle est intéressante la question. Alors, on en parlait tout à l'heure, on parlait de nous, on reparlait de 2012, mais si c'est pas nous, je pense que oui, notre équipe peut chipper le titre cette saison. On voit déjà que dès la 12e journée, il n'y a pas beaucoup d'écart entre Paris et ses poursuivants. On voit d'ailleurs qu'on est quasiment tous à 2 points. Là, il y a 5 ou 6 équipes qui sont dans le lot pour jouer le titre. Donc oui, attention à Paris, parce que, alors pour revenir sur le mercato, pour moi, ils ont perdu de la qualité. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de la qualité sur le banc. Je trouve qu'il y a moins de profondeur de banc, justement, depuis ces départs là, tous libres. Donc bon, pour moi, oui, ils ont perdu un peu de qualité. Là où je voulais enchaîner, alors oui, il y a des arrivées intéressantes. Moïse Kean, attention, parce que je trouve qu'il a gagné sa place par rapport à Mauro Icardi. Voilà, il est très intéressant sur ce qu'il a montré sur ce début de saison. L'arrivée de Rafinha, j'en ai parlé, j'adore ce joueur et il est. Voilà, s'il est en forme au milieu, ça peut faire très mal. Florenzi pourra mener un peu de la qualité de centre. Le départ de Thomas Meunier n'est pas finalement une si mauvaise chose que ça, dans la mesure où remplacé par Florenzi, qui est un très bon latéral droit, c'est intéressant. Mais voilà, alors sur le banc, le départ de Cavani, le départ de Choupo-Moting, je n'ai plus tous les noms en tête, même Aouchiche qui est parti à Saint-Etienne et qui. Thiago Silva, Aouchiche, voilà, que je vous avais présenté. Il y a Thomas Meunier, voilà, donc, Alphonse Areola, même s'il ne jouait pas. Mais... Ils ont perdu de la qualité sur le banc et attention, parce qu'ils ont perdu déjà beaucoup de points en début de saison. Alors oui, ils jouaient la Ligue des Champions, mais ouais, ils ont eu un calendrier assez compliqué. Là, ils vont probablement se qualifier, sauf catastrophe, pour les huitièmes de finale de cette compétition. L'enchaînement des matchs dans une période si particulière avec le Covid, où les matchs ont justement plus tendance à s'enchaîner en ce moment, peut leur coûter cher, peuvent leur coûter des points en championnat, et on espère que ça va continuer demain contre nous, mais ouais, attention, Paris peut laisser filer le titre, surtout qu'il y a des équipes qui se renforcent en qualité. Je pense à Lille, je pense à Lyon, Marseille qui est toujours dans le coup. Même nous, on va plus se faire discret, mais on est toujours là, donc attention, Paris, ça peut vite tourner au vinaigre. Et n'hésitez pas à nous dire sur le chat YouTube, dans les commentaires, si vous pensez que Paris pourrait laisser filer le titre cette saison. Bouba, quel est ton point de vue?
Moi, je pense que c'est l'année où ils peuvent le perdre. Franchement, ouais. Je pense que. Après, je parle pas pour nous parce que voilà, il faut rester modeste. On a une belle équipe. On peut jouer dans les 5 premiers, il n'y a pas de souci. Mais moi, ouais, je sens quand même qu'il y a des grosses équipes derrière. Pas oublier que Lyon n'a pas de Coupe d'Europe cette année. A un bel effectif. Ne pas les enterrer trop vite. Après, Lille, ça va dépendre aussi de leur compétition, s'ils sont éliminés vite en Coupe d'Europe ou pas. Voilà. Mais je pense que pour moi, le favori numéro un derrière Paris, hein. Voilà. Pour les perturber, c'est Lille et Lyon, à mon avis, peuvent faire quelque chose, mais vraiment pas loin, donc à voir. Après, bon, j'espère que ça ne sera pas les Pink Floyd de Marseille qui restent où ils sont, hein. Voilà, ça ne va rien. Et voilà, après, ouais, franchement, ça serait Lille ou Lyon, ça ne me déplairait pas parce que c'est deux belles équipes qui jouent au ballon. Mm. Et surtout Lille, franchement, À je Lille. regarde de temps en temps, c'est un régal. Je regarde rarement les autres clubs français en Coupe d'Europe parce que j'ai très très peu de temps et voilà. Mais je me régale à les regarder, c'est costaud, il y a du banc, les rentrants ils font un malheur. Je ne sais pas si vous avez suivi, Ah, ouais, c'est- c'est costaud. Donc à voir, hein, ça serait bien de changer un peu. Et voilà, donc c'est bien, ce club est bien géré, ils achètent des joueurs, l'année d'après ils les revendent, ils rachètent, ça fait je sais pas combien d'attaquants qui vendent à des prix de folie, ils recrutent intelligent. Non, ben, ouais, j'aimerais bien que ce soit une petite surprise, que ce soit Lyon ou Lille, voilà, un des deux clubs. Après, je pense qu'ils peuvent les titiller parce qu'on est tous à 2 points, je crois, là, on est 3-4 ouais, les 4 à 3 points, à 2 points. Euh, Après, la saison est longue, voir Paris, la fatigue de la Ligue des Champions, tout ça, donc à voir. Il y aura du En suspense. tout cas, ouais. Ouais, ce serait bien en tout cas de laisser un peu la chance aux autres équipes à l'image de 2012 et de 2017 avec Monaco. En tout cas, il y a un joueur dont parlait Dorian qui est en méforme. Il s'agit de Kylian Mbappé. Donc, je vais vous le présenter, même si tout le monde le connaît, il est plus présentable. Donc Kylian Mbappé, il est attaquant. Pour son âge, il a 21 ans. Il est français, international français, bien sûr. 1m78. Il a un profil polyvalent, très rapide, bien sûr, puissant dans ses interventions, technique. C'est un redoutable finisseur et aussi excellent passeur. Donc son parcours professionnel, donc entre Monaco et Paris. Donc Monaco justement entre 2015 et 2017, où il a joué 41 matchs, inscrit 16 buts et 9 passes décisives. Donc ça c'est les stats en Ligue 1. Et ensuite une signature en 2017 au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Donc depuis cette signature en 2017, il a joué 84 matchs, inscrit 73 buts et effectué 22 passes décisives. La saison dernière, avec la coupure du Covid, c'est 20 matchs, 18 buts et 5 passes décisives. Et cette saison, c'est 8 matchs, 9 buts et 4 passes décisives. Donc en Ligue 1, on voit qu'il est en forme, à contrario de la Ligue des Champions. Et en Zéro. sélection, il est passé par les moins de 17 ans, moins de 19 ans. Et donc, depuis 2017, il a l'équipe de France A. C'est 16 buts en 39 matchs. Dorian, un mot sur ce joueur dont tu disais que justement, il avait des difficultés en ce moment, Ouais, en voilà, Ligue des Champions surtout. En Ligue des Champions, oui, parce qu'il est toujours à 0 but cette saison dans cette compétition. Donc voilà, pour un joueur de ce calibre, ça commence à devenir inquiétant. Il y a des critiques qui commencent à naître et elles sont légitimes en ce moment puisque c'est beaucoup d'occasions manquées. Alors là, les 2 matchs que j'ai vus entre Bordeaux et Manchester, je comprends pas parce que sur ces 2 matchs-là, il aurait pu mais facilement marquer 3 buts. Alors Bordeaux, pour ceux qui ont vu le match, se remettront facilement en tête le face-à-face qu'il a eu face à Costil où il arrive à passer Costil et alors je sais plus comment il fait pour que cette action ne finisse pas au fond, mais enfin c'est tout juste voilà un manque de réalisme et un manque de sang-froid devant le but qui faisait pourtant sa qualité ces dernières années. Donc c'est surtout ça que je souhaite mettre en avant. Attention à ça, parce qu'il prend toujours aussi bien la profondeur, il arrive toujours aussi bien à éliminer les défenseurs dans la surface de réparation et à arriver à se présenter devant le gardien, voilà, à se créer des occasions. Mais ces frappes finissent soit dans les gants trop facilement du gardien, ou soit dans les tribunes du stade. Et j'ai été surpris de voir autant d'occasions gâchées par un joueur de ce calibre-là sur ces derniers matchs. Même face à Manchester, il aurait pu en marquer un. Hein, il y a un face-à-face qui perd. Voilà, je le trouve moins tranchant, moins réaliste. Voilà. Donc à voir comment il va réagir. Si tu l'as mis en joueur à suivre, c'est sûrement pour voir
comment il va faire taire les critiques, voir, parce que c'est toujours le meilleur buteur de notre championnat, ne cachons Et pas. sûrement le meilleur joueur tout court. Hein. Sûrement, oui, le meilleur joueur de notre championnat. Donc, à voir, oui, comment ce joueur va réagir. Et bon, voilà, je te l'ai dit, je m'intéresserai probablement plus à un Rafinha. Bah, si j'avais mon joueur à suivre, ça serait lui qui va justement lancer Neymar, lancer Mbappé dans la profondeur et créer beaucoup de situations pour le Paris Saint-Germain. Bouba, un mot sur la fusée Mbappé. Ouais, juste, je vais profiter juste de rebondir sur ce que vient de dire Dorian. Rafinha, je le connais très très bien et il est très fort, tout ce que tu veux, mais il est trop inconstant et ouais, je suis C'est pas son sûr que ce principal soit un défaut, mec. ouais. Oui, non, non, mais voilà, moi j'ai suivi, ça fait quelques années que c'est l'espoir et c'est voilà, c'est un genre de Verratti quoi. C'est voilà, ça joue 20 minutes dans un match et après tu le vois plus. Bon, voilà. Après pour en revenir à Mbappé, les gars, juste, je sais pas, vous suivez la ligne. On va dire, de toutes les Coupes d'Europe et tout. Cette année, ça a été perturbé, le Covid, tout ça. La saison est très, très, très longue et il a voulu tout jouer. Après, c'est une qualité pour lui. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Il a besoin de repos aussi, comme tout le monde. On voit qu'il a eu des blessures musculaires et tout, donc pour son âge et tout. Après, je pense pour moi que c'est plus un état général. On voit le Real, le Barça, tout le monde. C'est l'état général. Tous les grands joueurs en ce moment, ils ont des gros soucis. Donc, il faut qu'ils soient prêts en février-mars, les grands joueurs. Hein. Donc là, c'est pas trop grave. Pour la Ligue 1, ils se baladent, forcément, on le sait. Hein. Le niveau de la Ligue 1, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Mais je pense que non, c'est pas inquiétant. Et je pense que même qu'il ne jouera pas, nous, demain, tu vois. Donc, alors, je pense qu'il ne le mettra même pas pour pouvoir être en forme mardi. Parce il faut qu'ils gagnent. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, peut-être que je m'avance un peu, mais moi, peut-être, je ne le vois pas demain jouer. Hein. Ben, en tout cas, moi, je l'ai mis joueur à suivre, mais s'il peut être remplaçant et ne pas rentrer, ça me fera le plus grand bonheur. Hein. Et j'espère qu'il nous fera surtout, s'il Ah, joue, qu'il nous fera pas trop de malheur comme il sait le faire Ouais, en mais ouais, moi, championnat. je pense que si je suis coach, c'est sûr que demain, je ne les mets pas quoi, pour être prêt mardi. Quoi. Parce qu'ils ont joué mercredi, ils jouent et samedi, ils jouent c'est mardi. surtout C'est ça, c'est beaucoup. Hein. surtout ça. Ils ont un match très important mardi, donc je pense Ah qu'il y ouais. aura beaucoup de turnover dans l'équipe. Mais attention, hein, même si Mbappé joue pas, du Moïskine, ça peut faire mal. Alors à Neymar, pareil, à voir s'il sera ménagé ou pas, mais ça fait très mal aussi. Icardi, ça reste un bon attaquant, donc Di Maria même, qui sera probablement titulaire. Attention, il y a de la qualité dans l'effectif. Alors, il y aura 3 absents du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est Mauro Icardi, donc la recrue à 50 millions d'euros. Il y aura Pablo Sarabia et Juan Bernat, dont son absence fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Montpellier qui reçoit donc le Paris Saint-Germain à 21h, donc demain soir. Un PSG qui est premier au classement, comme on l'a dit, mais malgré tout en difficulté. 2 points seulement d'avance sur Montpellier et les 3 autres équipes. Privé donc de 3 joueurs. Montpellier, par contre, peut compter sur le retour de Damien Le Tallec, mais par contre, privé d'Andy Delors, donc qui a concocté le Covid, contracté le Covid plutôt, c'est plus français, ouais, contracté. Et donc, Andy Delors l'a exprimé sur ses réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Donc, très mauvaise nouvelle pour Montpellier. Alors, du coup, question, Bouba, quelle défense et quel dispositif Michel Derzakarian devrait-il aligner face au Paris Saint-Germain? Ouais, ben, tu vois, depuis tout à l'heure, j'attends cette question. Donc, je vais m'expliquer. On en a parlé quand on a fait le changement. Donc, les petites équipes, on est enfin, même à l'extérieur, on a enfin joué à 4-3-3, on fait le jeu. C'est ce qui nous manquait avant. Parce que, voilà. Mais contre les équipes, contre Paris, Lyon et Lille, pour moi, il faut jouer en 5-3-2, qui veut dire en mode défensif et en mode offensif 3-5-2. Savoir que de bloquer les couloirs, parce qu'on sait très bien que ça va très vite devant. Et on est très très fort dans cette compo. Pour moi, je pense que si on joue en 4-3-3, ça peut être dangereux. Et vu qu'en ce moment, on va dire, voilà, Hilton, c'est un peu reposé et tout, qu'on n'a pas Andy, je sortirais Andy, je mettrais Vito, voilà, dans le 11. Et après, juste parce que j'ai vu quelque chose aussi vite fait, c'est pas de moi, mais en fait, c'est Enzo, que tu connais, de la team MHSC. Il avait posé un truc, j'ai vu son tweet, le 4-3-3 en mettant, alors là, j'ai vu, j'avais pas pensé à cette idée, en mettant sur le côté Souki à droite et juste devant lui Junior sur le côté droit. Pour dédoubler, pour bloquer les couloirs, c'est pas con. Ça, j'avais pas eu. Voilà. Et sur l'autre côté, Ristich avec Mavididi et de mettre la board en pointe. Ça, j'avais vu
C'était pas vraiment pas mal du tout. J'avais pas pensé. Je pense que c'est risqué, mais le coup de dédoubler, vous voyez ce que je veux dire, avec les couloirs pour bloquer la vitesse, avec Ferry, TJ, Mollet au milieu et Laborde en pointe, on sait qu'il est efficace. Et du coup, d'avoir la défenseur. Après, je pense que c'est risqué à 4. Mais cette compo m'a fait réfléchir, tu vois, de ce que j'ai marqué sur le tweet d'Enzo. C'est pas mal. Bon, après, moi, je jouerais vraiment en 5-3-2 pour un schéma qu'on gère bien contre les gros et qu'on peut être solide et contre-attaquer très, très rapidement. Après, je sais pas votre avis à vous, mais Ouais, la moi, je m'attends. sécurité, donc Booba, d'une défense à 5, donc le retour d'une défense à 5 qu'on a connu d'ailleurs pour la première fois face au Paris Saint-Germain en 2017 lors de l'arrivée de Michel Derzakarian. Alors on attend vos avis, vos points de vue sur le chat YouTube et dans les commentaires. Dorian, justement, toi, quel est ton avis? Plutôt 4-3-3, plutôt 5-3-5-2, plutôt 5-4-1? Il y a plusieurs options Bon, qui sont envisageables. je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, je ne sais tout simplement pas quel système j'ai tellement d'idées. Alors, je vais pas inventer un nouveau système sur mesure. Ça sera soit le 4-3-3, soit le 3-5-2, le 5-3-2, enfin vous avez compris. Euh, je vais donner les avantages et les inconvénients pour l'un et l'autre. Si on joue en 5-3-2, 3-5-2, je pense que c'est le système. Je pense peut-être un peu plus que le 4-3-3 parce que je suis très partagé, hein. Je pense que c'est le système qu'on devrait aligner demain. Parce que on va quand même garder des bases solides en défense. Paris va avoir le ballon, je pense. À moins qu'il y ait une énorme surprise, Paris va avoir le ballon et c'est eux qui vont maîtriser le match. Donc il faut qu'on reste très solide derrière et qu'on arrive à se projeter vite vers l'avant avec nos latéraux, avec nos deux attaquants pardon, qui vont rester, donc sûrement Mavididi et Laborde. Avoir Mavididi qui peut prendre la profondeur sur contre-attaque, ça peut tout de même être très intéressant. Donc je pense qu'on reverra, oui, Hilton en défense à la place d'Andy Delors et que voilà. L'idée, alors je vais ressortir la déclaration de notre président ce matin. Si on gagne, c'est très bien. Si on fait match nul, il a dit, non, je ne sais plus, enfin, la déclaration exacte, il avait dit si on gagne, c'est parfait. Si on fait match nul, c'est très bien. Et si on perd, bah, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, c'est ça. La pression, elle n'est pas sur nos épaules. Ça va être à Paris sûrement de faire le jeu. Ça va être à eux. C'est eux qui doivent gagner ce match pour respirer en haut du classement. Nous, en fait, c'est être un match bonus. C'est un match que chaque saison, on s'attend peut-être à perdre, hein, si on veut voir le côté un peu pessimiste des choses. Donc, voilà, pour nous, ça sera que du bonus. Il faudra jouer les coups à fond. Donc, sûrement qu'on sera très solide derrière pour jouer le match nul. Et puis, si on a de l'espace pour gagner le match, et puis on avisera. Après, je me Ouais, dis, ouais. alors j'avais dit que j'allais parler de deux systèmes. J'ai pas encore parlé du 4-3-3, qui peut être intéressant pour une chose, c'est que Paris derrière est assez fébrile. On l'a vu contre Bordeaux. Voilà, Timothy Pembele marque un but contre son camp. Il était aligné en défense. C'était pas l'assurance tout risque derrière. Voilà, pour moi, il y a un manque de solidité défensive dans cette équipe parisienne. Et justement, avoir un Mavididi, un Laborde, et moi, je mettrais en remplacement de Delors un Youn qui a fait de très bonnes entrées et qui peut apporter beaucoup de qualité offensivement. Voilà, si on le met, ça peut être intéressant pour mettre à mal la défense parisienne et voilà, essayer de jouer le tout pour le tout, essayer de gagner ce match, quitte peut-être à prendre des buts derrière, mais voilà, au moins on aurait essayé, on peut très bien jouer le coup comme ça. Et pour conclure mon propos, en fait, bah, tout simplement, ça va être à Derzac de trancher entre ces deux questions et il va avoir un vrai casse-tête, un vrai travail de mise en place tactique et voilà, il va bien devoir réfléchir pour ce match et pas aligner bêtement un 3-5-2 comme il faisait la saison dernière. Là, vraiment, il va y avoir un vrai système réfléchi et je lui fais totalement confiance pour mettre à bien le plan parfait pour mettre en difficulté le Paris Saint-Germain demain. Et un peu pour rebondir sur le secteur défensif, un secteur justement qui a été mis à mal et en difficulté face à Strasbourg. Donc on pourrait peut-être imaginer Bouba ou Dorian, celui qui veut réagir, qu'on mettrait une défense à 5 vu les difficultés qu'on a pu avoir défensivement avec Mendes et Congré. Face à des fusées comme Mbappé, comme la technique de Neymar, comme Moueskin, qui est aussi un joueur rapide,
Di Maria qui est technique, on pourrait imaginer quand même une défense à 5, non? Ouais, mais le souci reste le même. Alors, ça va peut-être être plus facilement compensé avec trois centraux derrière, mais tu vois, genre, en rajoutant Hilton dans le 11, on peut le voir comme ça aussi. Hilton va sûrement avoir du mal face à des joueurs rapides comme les joueurs que tu as cités précédemment. Donc, les erreurs seront peut-être, oui, plus facilement compensées dans cette défense à 5, à 3, avec trois actions, vous m'avez compris, mais voilà, le souci reste le même, ça va être de limiter les différentes attaques du PSG, de jouer le coup en contre à fond. Bon, on aura le verdict en tout cas demain à 20h, donc 1 heure avant le coup d'envoi du match. Donc on saura quelle option a choisi Michel Derzakarian pour tenter de déjouer les plans de Thomas Tuchel. Donc le Paris Saint-Germain qui compte déjà 3 défaites en championnat, on l'a dit depuis le début de campagne européenne. Enfin, une campagne européenne en difficulté, déjà 3 matchs, 3 défaites en championnat, mais peut-être une confiance retrouvée face à United, donc avec cette victoire 3-1. Bouba, est-ce que toi, cette équipe de Paris te fait peur, ou est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment, au contraire, pour les jouer? Ouais, ben déjà, comme je l'ai déjà dit, les grosses équipes me font pas peur parce que c'est là où on sait que, comme je t'ai dit, j'avais peur de Strasbourg, j'avais peur de Lorient, on n'était pas loin, hein. Après, on a vu ce qu'on a fait contre Nice, contre Lyon. Non, Paris ne me fait pas peur du tout et je pense que c'est le bon moment aussi parce qu'ils ont la tête ailleurs. C'est important pour leur club de passer, d'être sûr de qualifier. Donc le match de mardi est très très important pour eux. Et je pense qu'ils auront même ceux qui vont jouer, même s'ils ne font pas tourner, ils vont avoir la tête forcément à mardi. Et c'est là où, que ce soit Ferry, TJ ou quoi, il va falloir les tenter un peu. Il va falloir la rentrer dedans. Et là, voilà, il faut jouer au ballon, hein, les gars. Il faut aller au tabon, il faut mettre le charbon là, et le bleu de chauffe et on y va, on leur rentre dedans, hein. Il faut gentiment leur taper un peu dans les chevilles et leur rappeler que la paillade, voilà, on joue au ballon, quoi. C'est tout, les gars, c'est tout. Il faut arrêter. Et avec la crainte, ça peut marcher aussi. Après, on le sait qu'ils ont du talent, hein, mais ouais, je sais pas, ils dégagent pas non plus une sérénité. Voilà, contre Bordeaux, je crois qu'ils ont tapé 10 fois au bar. Ils tirent de chez. Voilà, donc après, ils sont pas bien dans leur tête, hein. Je sais pas, on verra. Amis auditeurs, comme à chaque débat, n'hésitez pas à nous donner votre avis avant que j'interroge Dorian. Alors, est-ce que toi, Paris te fait peur, ou est-ce que tu sens que c'est le meilleur moment pour les jouer et pourquoi pas les gagner? Mais c'est le moment parfait, même, j'ai envie de te dire, pour jouer le Paris Saint-Germain, qui est une équipe donc, qui patine un peu en championnat. Ils ont gagné, certes, mercredi en Ligue des Champions, mais c'était pas convaincant à 100%. Moi, j'imaginais le scénario parfait, en fait, de ce genre, d'un Paris qui gagne en Ligue des Champions, et pour avoir, en fait, une finale pour la qualification mardi prochain. Et comme ça, ben, nous, c'est parfait. On arrive entre les deux, un peu sur la pointe des pieds. Et eux vont sûrement faire du turnover. Et ça va probablement nous profiter à nous qui auront avec Paris qui se passera de plusieurs joueurs, on l'espère. Donc oui, je pense que c'est justement le parfait moment pour les affronter, pour jouer la victoire. Avec nous, on le sait qu'on aime les gros matchs à Montpellier. On a des joueurs qui se motivent particulièrement pour ces matchs-là. Bon, là, ce que je trouve dommage, on n'en a pas encore parlé avec Bouba, mais l'absence d'Andy Delors est très dommage parce que c'est un joueur, voilà, on le sait, il aime ce genre de match. Il y a cette petite rivalité avec Neymar et Paredes, ce petit jeu-là. Donc, lui, c'est un joueur vraiment qui aime jouer ce genre de rencontre. Et c'est dommage de ne pas l'avoir dans l'esprit de guerrier. C'était le capitaine de notre équipe en l'absence d'Hilton. Donc, ça va un peu manquer pour ce match, mais je compte sur les joueurs, sur Derzak pour amener la motivation nécessaire. Et voilà, avec le mental, je pense qu'on peut réussir à faire craquer cette équipe. Alors, Bouba, pour répondre à cette dernière question de l'émission avant de passer au pronostic, est-ce que tu penses que Montpellier a la place pour aller chercher cette victoire? Oui, pour moi, oui, on a la place. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Je me prononcerai dans mon prono, mais je pense qu'on va gagner. On va gagner, ben justement, tu vas faire la transition avec ton Parfait. pronostic. Ben, je vois bien solidité défensive, être costaud ben, avec le 5, comme je t'ai dit, et 1-0 sur un contre, elle m'avait dit. Et on ferme la boutique.
Allez, et n'hésitez pas à nous donner tous vos pronostics sur le chat, dans les commentaires. Dorian, ta sentence? Alors, c'était comme il y a 2 ans, 3-2 pour Montpellier. Il y aura des Spectacle. buts. Hein 3-2, c'est en 2019. C'est ça, Dorian. quand Camara marque le but là, Il y a de la 3 ans, victoire. c'était la victoire 3 buts à 0. Ou même il y a 4 ans même. Donc, ouais, c'est quand Camara là, marque le but de la victoire. Moi, j'aime bien un match comme ça, assez ouvert, avec des buts, du spectacle. Je pense qu'il y en aura sur ce match, avec 2 équipes qui ont un bon secteur offensif, mais qui ont un peu plus de difficultés derrière. Donc, ça peut finir comme un match très ouvert. Alors, si vous voulez que je fasse les buteurs, il y en aura, donc dans mon prono, il y en aura 5. Hein, pour Montpellier, but de Laborde, Mavididi et Youn, hein, pourquoi pas, le récompenser de ses efforts par un but, pourquoi pas. Et pour Paris, un but de Keane et de Mbappé pour le remettre un peu sur les rails. Voilà pour moi. Alors moi, je vais aller du mien. Par contre, je vais être un peu mesuré. Je vais pronostiquer un match nul, un partout, qui serait déjà très bien pour Montpellier. Qui c'est qui marquera en premier, je sais pas, mais en tout cas les buteurs, je verrais bien Mavididi sur un joli contre et une égalisation ou une ouverture du score de Kylian Mbappé, donc mon joueur à suivre en question. Messieurs, on va clôturer cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Dorian, Bouba, merci à vous. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir réagi sur le chat YouTube et également sur Facebook en live. Donc, l'émission est disponible donc dès à présent, dès que l'émission se terminera, sur nos différentes plateformes d'écoute. On va se retrouver donc vendredi ou samedi prochain. Donc, on verra selon nos disponibilités pour l'avant-match donc face au RC Lens, donc samedi 21h. En attendant, on espère que Montpellier va aller chercher un nul, voire la victoire face au Paris Saint-Germain demain soir. Et allez, Payade. Bon match. Allez, à Payade. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.